J'ai même été dans certaines partous privées. Vous avez rencontré des gens haut placés dans ces... Absolument. J'ai rencontré des ministres, j'ai rencontré des magistrats, absolument. J'ai rencontré des gens encore plus haut placés. J'ai rencontré des hommes d'affaires importants, j'ai rencontré des gens de la noblesse. Ces CD-ROM récupérés par l'enquêteur contiennent plus de 90 000 photos, tout aussi insoutenables que les 8 500 révélés dans le premier CD-ROM. Ainsi que des films également de scènes de viol d'enfants. En tout, près de 100 000 enfants différents sont mis en scène. Marcel Verbouzem escompte qu'au vu de ces nombreux visages visibles en clair, de victimes et de bourreaux sur des photos et sur des films, les autorités n'auront d'autre choix que de faire des recherches et des analyses biométriques comparatives. L'affaire est unique en son genre, tant au vu des abominables crimes qui apparaissent sans aucune équivoque, que de leur caractère massif et que de l'étendue de ceux-ci à travers toute l'Europe. Marcel Verbouzem détient alors 21 CD-ROM de films et photos de crimes abominables, viols, tortures et mise à mort d'enfants. Il vient de rentrer au cœur d'un réseau international qu'il faut maintenant démanteler. Marcel Verbouzem doit donc saisir les autorités, mais reste prudent. Soupçonnant que celle-ci ne s'évertue à saboter l'enquête, il effectue des copies des 21 CD-ROM et décide d'informer ensuite la justice, prétendant avant toute chose obtenir de celle-ci des garanties que l'affaire ne soit correctement traitée. Il faut des garanties. C'est quand même normal quand on a eu une expérience pareille depuis 1992. Quand on a dû mener campagne pendant 6 ans pour en arriver en 1997 à faire arrêter les auteurs des faits de mœurs à Madère. Il est tout de même logique que les gens qui se sont occupés de l'affaire aient de la méfiance vis-à-vis des services de police. L'enquêteur pressent, au vu de ce qu'il sait des réseaux de l'horreur et des embûches qu'il a essuyées de la part des autorités à travers sa longue enquête, eh bien, que c'est lui, en raison de son obstination, qui sera inquiété par les autorités pour avoir révélé cette monstrueuse affaire et pour s'entêter afin qu'il y ait une justice de rendu. Marcel Verbouzem détient un atout majeur. En plus de la collaboration d'un journaliste de la télévision belge RTBF, il bénéficie de celle d'une reporter de la télévision hollandaise Nova. Le 14 juillet 1998, c'est donc la télévision hollandaise Nova qui ouvre le feu et annonce le résultat des 9 années d'enquête de l'ASBL Morcoven, à savoir la découverte et la localisation du site pédophile internet Apollo et de ses infâmes diffusions. Dès le lendemain, l'humble demeure de Marcel Verbouzem, perdu au fin fond de la Flandre, se transforme en un décor surréaliste qui accueille les journalistes du monde entier. Enquête de sensationnel qui, pour l'occasion, se bouscule pour ne pas être sur la touche. Du côté des autorités, la réaction ne se fait pas attendre. L'enquêteur voit son domicile perquisitionné. Il est lui-même à nouveau arrêté et mis en garde à vue quelques heures. On m'arrête sur ordre du juge d'instruction de Turnhout, parce que l'on veut couvrir le réseau. Oui, couvrir. Nee, u gaat eerst voor mij een arts bellen voor mijn vrouw. Ik ga dat zelf doen, zeg. Nee, dat gaat je nu doen. U eerst laten weggaan. Nee, jongen. U eerst laten weggaan. Ik moet het bevel tot medebrenging hebben. Goed, dan kunt u meekomen. Goed, dan leg ik een klacht neer dat u mij aanhoudt zonder een bevel tot medebrenging. Kom aan, kom mee met mij. Voilà. C'est un scandale. Je suis arrêté parce que j'ai démantelé le réseau. Le parquet de Turnhout veut étouffer l'affaire. Dus het parket van Turnhout wil de zaak toedekken. Morgenhoven, 1 uur vanmiddag.
Marcel Vervloesem van de werkgroep Morkhoven wordt gearresteerd door de Belgische Rijkswacht. Il est une nouvelle fois inculpé, mais là, pour détention de matériel pédopornographique. Le lendemain de cette journée épique, Marcel Vervloesem croit avoir obtenu les garanties indispensables qu'il exigeait de la justice et fait à ce sujet une déclaration triomphale devant les caméras. Je peux vous annoncer que j'ai eu un entretien avec un juge d'instruction de Turnhout, une discussion qui s'est très bien passée, au cours de laquelle nous avons enfin reçu les garanties que cette affaire serait traitée. Nous sommes donc tombés d'accord. Ils nous ont dit nous allons nous attaquer à ce réseau. Dès lors, nous leur avons remis les documents. Il ne reste pas dû pour autant et pour tâter le terrain, il nous remet au parquet de Turnhout qu'une partie des documents qu'il a récupérés, regroupés plus tard dans ce que nous appellerons le premier CD-ROM de Zandvoort. Marcel Vervloesem a su allumer les projecteurs sur l'affaire elle-même, cette monstrueuse affaire, mais également sur le fort curieux comportement des autorités de son pays. Ces projecteurs, tous ces caméras de télévision mettent donc la pression aux autorités. Pour les journalistes, il s'agit d'un scoop unique. Cet enquêteur exceptionnel et exceptionnellement courageux vient d'apporter au monde la preuve de l'existence de l'inimaginable. Eh bien, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, entre l'affaire de Ganymède, l'affaire de Thames Mader et celle de Zandvoort, de mettre à jour un réseau de criminels pédophiles qui enlèvent et détournent des enfants partout en Europe pour en exploiter l'abominable trafic sous toutes les déclinaisons possibles et qui commettent, outre les viols, des actes de torture et de barbarie, des assassinats sur les enfants. Le réseau est mis à jour. Preuves effroyables à l'appui. Un réseau international aux multiples sous-réseaux. L'affaire Thames Mader devient l'affaire des CD-ROM de Zandvoort. Un seul et même réseau, réalité que refusent d'admettre les autorités belges, décidément fort occupées à minimiser l'affaire. Selon moi, il n'y aura aucun lien entre ces deux affaires, parce que l'affaire dont on parle maintenant aux Pays-Bas, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est une affaire qui se passe surtout sur Internet, tandis que notre affaire n'a rien à voir avec Internet. Il n'y a pas de connexion entre les deux? Non, pas du tout. Quand vous regardez la date à laquelle le procureur Dufour dit que l'affaire Zandvoort n'a rien à voir avec celle de Thames, eh bien, regardez la date. Comparez avec la date à laquelle notre Wehrgroup a livré les disquettes. Alors, je vous demande à vous, comment le procureur peut-il, tel un voyant extra-lucide, savoir ce qu'il y a dans ce matériel alors qu'il ne l'avait pas encore? Toute la presse internationale a été témoin de la remise de ce matériel. Tout le travail reste donc à faire de la part d'instances qui affirmaient avec autorité que les réseaux de criminels pédophiles n'existaient pas et qui ne voulaient pas parler de l'affaire des CD-ROM de Zandvoort autrement que n'étant qu'une affaire de cybercriminalité. Qu'avec la découverte cet été d'un réseau de pédophilie sur Internet, L'affaire dont on parle maintenant aux Pays-Bas, c'est une affaire qui se passe surtout sur Internet, Le ton est donné et sera repris en chœur par les parlementaires européens eux-mêmes, perdus dans leur maladie de réunionite aiguë. Comment prétendre aujourd'hui que ces réseaux n'existaient pas plus que les horreurs qui apparaissent sur les films et les photos? Nous sommes dans un cadre bien plus abominable que l'abjecte criminalité pédophile, même si curieusement, les autorités saisies et divers intervenants persistent à s'interdire, ne serait-ce qu'à faire allusion à l'ampleur de la barbarie. L'enquêteur espère que son action et sa prise à témoin du monde mettra la pression suffisante pour mettre fin à la persistance et à l'aggravation de ces abominables crimes perpétrés sur des enfants par les réseaux de l'horreur. Cette affaire se connecte aussi, et sans équivoque, à une affaire qui fait trembler la Belgique
et en particulier les plus hautes autorités. L'affaire Dutroux, qui devrait s'appeler d'ailleurs l'affaire Néoul. Ce qui était encore plus bizarre dans toute l'affaire, c'était une découverte que nous avions faite qui concernait un rapport secret adressé par la police hollandaise à la police belge dans l'affaire Zandvoort. Nous avons intercepté le rapport, nous l'avons trouvé, et là, la police hollandaise a dit, avec assurance, il déclarait à des collègues à Anvers, nous avons trouvé sur le matériel de Zandvoort une photo d'une fillette qui est chez vous, dans le dossier d'enfants disparus. Quelle est la suite? Ils disent la fillette Catherine de Kuiper, c'est le nom de la fillette, apparaît sur le matériel de Zandvoort. La police belge répond non, 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 ça n'est pas Catherine de Kuiper. Les copines, la maîtresse d'école, etc. disent tous c'est Catherine de Kuiper. La police hollandaise également dit que c'est Catherine de Kuiper. Non, dit la Belgique, ça n'est pas possible, c'est impossible, vous voyez? La Belgique n'a rien à voir. Rien, 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 rien. Après, nous trouvons un rapport secret de la police belge. Ils écrivent textuellement, et ce que je dis maintenant, c'est bien sûr important, ils écrivent « Non, nous n'avons pas contacté les parents de la fillette, dans le but de nous assurer s'il s'agissait de leur enfant. Ça n'était pas nécessaire. » Pas nécessaire? Oui, vous voyez? Et c'est de cette façon-là que le dossier Zandvoort a été traité en Belgique. Alors ici, ça c'est la dernière photo, je crois, des carrés, voilà. Donc c'est une, c'est de nouveau des. Donc là c'est des Roms et là c'est la dernière photo d'elle-même. D'accord. Donc on voit, c'est quand même très clair. Hein. Oui. Le visage change absolument pas. Nous le voyons aussi dans l'affaire Dutroux. Tout le monde sait, tous les parents des enfants disparus et tués savent que Dutroux n'est pas le seul coupable. Ils le savent tous, tout le monde le sait. Mais la Belgique dit non, c'était une personne, Dutroux. Naturellement, ainsi ils n'ont pas besoin de toucher aux autres, ils n'ont pas besoin de chercher les autres. Qui sont les autres? Il ne s'agit pas de personnes comme vous et moi. Non, ce sont des personnes avec des moyens. Pourquoi un enfant doit être kidnappé? Pourquoi un enfant doit être enfermé dans une cave? Pour les clients. Qui paye pour ça? D'où vient cet argent? Pas d'un homme qui n'en a pas beaucoup. Ce sont des personnes avec beaucoup d'argent. Vous voyez? Devant ça, l'État est fébrile. Qui sont ces gens-là qui font enlever les enfants? Qui sont les gens qui passent commande d'enfants et les font kidnapper à l'école, dans la rue, etc. Qui sont-ils? Pourquoi ils sont kidnappés et violés? Pour des manœuvres de chantage. Qu'est-ce que c'est? La justice et les autorités ne veulent pas clarifier ça, ils ont peur. Peut-être que ça concerne quelqu'un de chez eux, vous voyez? Elle se connecte également avec des affaires nauséabondes en France. Petit détour du côté d'Angers. En 2001, le journal de 20 heures traite du cas de Véronique Liègre, victime de viols aggravés, de proxénétisme par ses parents dans le village de Jalais, près de Cholet. Il est essentiellement question du procès qu'elle a obtenu, que cette victime a obtenu, contre ses parents bourreaux. Deux parents sont jugés depuis ce matin par la cour d'assises d'Angers. Leurs 4 filles étaient obligées de participer à des soirées échangistes. Leur calvaire aurait duré 7 ans. Dès l'âge de mes 5 ans, j'ai commencé à me faire violer. Et ensuite, j'ai eu des coups. Je me suis fait priver de soins et d'aliments. À 15 ans, je pesais 35 kilos. J'étais une enfant plutôt timide, repliée sur moi-même, de par mon passé, quoi.
Vous avez subi des violences sexuelles régulièrement? Quasiment toutes les semaines et j'ai été vendue à des hommes, voire 3 hommes par soirée parfois. Le lendemain, reçue sur un plateau de télévision, la jeune femme fera des déclarations beaucoup plus précises, plongeant l'auditoire dans l'horreur totale. Sur Internet, on ne peut plus trouver d'ailleurs que le passage du journal de 20 heures. Concernant les épouvantables révélations de la jeune femme faites le lendemain, celles-ci sont purement et simplement censurées à l'heure actuelle. En voici donc le résumé. Véronique Liègre déclare avoir été abusée par ses parents depuis l'âge de 5 ans et s'être reconnue sur les CD-ROM de Zandvoort. Elle serait âgée de 10 ans sur les photos où elle se reconnaît. Elle et ses 3 sœurs étaient victimes de 1986 à 1997 d'un enfer au quotidien, entre viols collectifs, coups et mauvais traitements inimaginables de la part des parents. Véronique Liègre soutient que tout le village savait et que beaucoup de ses habitants participaient au viol qu'elle subissait avec ses sœurs. Aucun signalement n'aura jamais abouti. Dans le village de l'horreur et de la honte de la région d'Angers, un gradé de gendarmerie, d'après Véronique Liègre, protégeait l'activité criminelle et même l'organisait. Sur les fameux CD-ROM, Véronique Liègre a également reconnu 5 autres victimes mineures. Au cours de son interview, la jeune femme déclare également avoir assisté à des rituels sataniques agrémentés de sacrifices humains qui auraient eu lieu dans la région d'Agen et dans le Maine-et-Loire. Elle assure que les corps seraient enterrés à Granges-sur-Lot. Elle rapporte également le détail d'enfants africains nés sous X, nés de viol, mis à mort au cours de cérémonies sataniques. Elle se dénonce elle-même comme ayant été forcée de participer à un sacrifice d'enfants sous la menace de l'arme d'un gradé de gendarmerie d'Agen. Véronique Liègre fait des déclarations concernant la petite Marion, disparue à Agen le 14 novembre 1996, apportant un éclairage qui ne sera jamais pris au sérieux quant à la vérité sur sa disparition et ce qu'il advint de la fillette. Là encore, Granges-sur-Lot abriterait un charnier d'enfants. Mais les sections et brigades de recherche concernées affirmeront n'avoir pu trouver aucun élément permettant de recouper les terribles accusations. La juge Ringot, en charge de l'affaire des CD-ROM de Zandvoort, n'a jamais voulu établir le rapprochement entre l'affaire de Véronique Liègre et les fameux CD-ROM où la jeune fille apparaît, interdisant, elle aussi, la manifestation de la vérité, comme en témoigne l'avocat Salquin, en charge de la défense de la mère tortionnaire, et qui dit, je cite, « J'ai écrit plusieurs fois au juge Ringot, mais elle n'a jamais répondu. » Fin de citation. Autre dossier important auquel est rattachée l'affaire des CD-ROM de Zandvoort, celui des disparus de Lyon. Rappelons que dans cette affaire, l'enquêteur, l'adjudant de gendarmerie Christian Jambert, se serait suicidé de 2 balles dans la tête sous 2 angles différents. Celui-ci avait établi une connexion formelle entre Émile Louis, sa relation de travail Claude Dunant et un réseau de notables de la région d'Auxerre. La complicité des services sociaux apparaît également très clairement dans une affaire où des jeunes femmes, le plus souvent des handicapés, étaient séquestrées, violées et torturées. Dans la cave de Claude Dunant et de sa compagne. Les victimes étaient préalablement enlevées par le chauffeur de bus Émile Louis, travaillant pour les services sociaux. Ensuite, elles étaient livrées à plusieurs dizaines de clients qui devaient défiler, cagoulés, dans la cave aux tortures, pour assouvir leurs pulsions les plus ignobles sur les malheureuses victimes. L'affaire Dunant n'éclata que suite à l'évasion miraculeuse d'une victime. Il aura fallu ensuite 3 jours pour que les autorités daignent intervenir et libérer une autre jeune femme
qui partageait le même calvaire que l'évadé, alors que l'évadé en question avait immédiatement alerté les autorités de la situation. Malgré l'évidence de la connexion avec l'affaire des disparus de Lyon, aucun lien ne fut établi par les enquêteurs, mis à part le courageux gendarme Jeanbert. Certaines victimes ne devaient d'ailleurs jamais en réchapper vivantes et des enfants avaient bien fait partie du lot. Cette affaire monstrueuse est imbriquée formellement avec l'affaire des CD-ROM de Zandvoort, avec la présence formelle de 4 victimes du réseau Émile Louis, Claude Dunant et consorts sur des photos retrouvées sur certains des CD-ROM de Zandvoort. Alors, nous avons également établi formellement la connexion entre les CD-ROM de Zandvoort et la société Défi, agence de production de films porno basée à Perpignan et dirigée par un certain Gérard Menou. L'homme est propriétaire de nombreux sex shops en France et a produit des centaines de films X. Son principal fournisseur en production vidéo est un certain Daniel Messinger. Daniel Messinger est à l'époque un milliardaire, propriétaire d'une somptueuse villa de la Côte d'Azur où des partouzes sont organisées régulièrement, avec comme invité de marque la reine du porno allemand, Beate Uhse. Mais en juin 1994, Daniel Messinger est formellement impliqué dans la disparition de 2 jeunes filles de 22 ans, Marie-Hélène Audouaille et Valérie Benheim. Il est uniquement inculpé par la justice française pour séquestration de personnes et proxénétisme et s'enfuit au Canada après avoir changé d'identité au sortir de 6 mois d'incarcération. La justice prétend depuis le rechercher pour d'autres faits de nature criminelle, des viols commis sur des enfants, ainsi que des tournages de films porno mettant là encore en scène des enfants. Certains extraits de ces productions apparaissent sur les CD-ROM de Zandvoort. Dans l'environnement relationnel des dénommés Daniel Messinger et Gérard Menou, le monde est petit, nous trouvons Marc Dutroux et Jean-Michel Nioul. Gérard Menou reconnaît lui-même fréquenter à l'époque le fameux Dutroux. La Société des filles de Perpignan ainsi que celle de Daniel Messinger sont en fait, dans les années 90, les intermédiaires de Jean-Michel Nioul en personne, ainsi que ceux d'une certaine maîtresse Roxane, transsexuelle des milieux sadomaso belges fréquentés par Nioul. Dans l'affaire Zandvoort, il y avait plusieurs personnes qui sont aussi apparues dans le dossier du trou. Il y avait des connexions dans l'affaire. Il y avait des connexions. Un exemple, nous avons établi que Nioul, via Roxane, exploitait le studio Sadomaso en Hollande, à Amsterdam. C'était une connexion avec l'affaire du trou, etc. Et on a établi de multiples connexions, mais elles ne pouvaient pas être traitées. Si un homme du milieu déclare à la police que non, ça n'a rien à voir avec l'affaire du trou, on le valide d'office. On n'enquête pas dessus, on est d'accord. Oui, ça n'a rien à voir avec l'affaire du trou. Le transsexuel, surnommé maîtresse Roxane, n'est autre qu'un certain Didier Pellerin, né à Paris en 1959. Les productions de films porno, sado, maso sont au cœur du business. Maîtresse Roxane avouera lors d'une audition dans le cadre de l'affaire des témoins X avoir réalisé des productions vidéo particulièrement dures, distribuées en France, en Belgique, en Allemagne et en Hollande. Rappelons que l'affaire des dossiers X concernait un volet de l'affaire du trou, séparé de celle-ci et clôturé pour en protéger les notables impliqués, suivant la même méthode que celle employée, la même stratégie que celle employée dans l'affaire Allègre, afin de couvrir les notables qui étaient impliqués. Affaire qui généra aussi son dossier X, destiné au classement sans suite.
C'est aussi la raison pour laquelle l'affaire Dutroux n'est pas réglée. Ils ont deux affaires Dutroux. Ils ont l'affaire Dutroux qui est passée devant le tribunal, et ils ont l'affaire Dutroux des dossiers X. Ils ont toujours dit, en premier, le procès Dutroux. Après, l'enquête sur les dossiers X. Un deuxième procès. On juge Dutroux, et après ils disent, non, on n'a plus besoin de travailler sur les dossiers X. De cette façon, on a réglé ça en Belgique. Pourquoi pouvait-il le régler de cette façon-là? Pourquoi ils peuvent le faire? Pendant des années, la justice belge et l'État belge ont menti au peuple. Ils ont dit, tout doit faire l'objet d'une enquête, tout doit être traité, tout doit aller en justice. Ça ne s'est pas produit. Ils ont emprisonné Dutroux à vie avec quelques petites crapules également. Ils ont libéré, voilà. Et les dossiers X n'ont pas été traités, ça ne va plus se produire. Dans la maison de Dutroux, à l'emplacement où ils ont trouvé des enfants, ils ont trouvé des milliers de cheveux. Tout ça aurait dû être vérifié, traité, ADN, etc. Mais ça n'a pas été fait, ça ne peut plus. Ce sont les dossiers X. Vous voyez? Et ainsi, ils ont tout clôturé. Bref, derrière les productions vendues par les sociétés hollandaises, Rex Productions et Rox Film Productions, des pressbooks exhibent des enfants nus et enchaînés. Ce sont justement certaines des photos de ce fameux pressbook qui apparaissent sur un des CD-ROM de Zandvoort. Pour la petite histoire, derrière cet odieux trafic de chair humaine et d'enfants se cache une certaine secte satanique du nom de secte Wicca, basée également à Perpignan et bénéficiant d'une haute protection d'État. Affaire à suivre. Le matériel choral se trouve dans l'affaire Zandvoort. Zandvoort se trouve dans l'affaire Kries, à Bruxelles. Et le Kries est impliqué par rapport aux personnes concernées par la liste d'adresses du réseau choral. Et les mêmes noms se retrouvent dans l'affaire Cathédrale en France. Là, vous avez 4 grandes affaires de pédophilie qui sont connectées, où les mêmes personnes se retrouvent à Cathédrale, à Choral, à Zandvoort et dans le Kries. Ça n'est pas un hasard. Là, on parle de 3 pays. Nous parlons de la Hollande, de la France, nous parlons de la Belgique. Si en plus on ajoute les personnes qui étaient arrêtées en Allemagne, en plus les personnes qui étaient arrêtées en Suède, les personnes qui étaient arrêtées en Hollande, et les personnes impliquées aux États-Unis, où l'enquête est encore en cours, et en Angleterre également, où un des bourreaux fut arrêté, nous parlons de 6 pays. Si l'affaire Choral se trouve dans l'affaire Zandvoort, et que nous avons les noms qui apparaissent dans l'affaire Choral et dans le dossier Kries en Belgique, et que les mêmes noms se retrouvent dans l'affaire Cathédrale en France, nous avons là 4, 5 très grosses affaires de pédophilie internationale qui sont connectées. Vous voyez? L'avocat qui a travaillé sur l'affaire Choral en France avait envoyé la photo du juge au CID en Suisse. Et la photo numéro 9 vient du dossier Choral et se trouve aussi sur un des CD-ROM de Zandvoort. Elle se trouve 2 fois alors. La photo numéro 9 se trouve ici et là-bas. Oui, ça explique pourquoi cette affaire est si importante. Si le matériel, une très grosse affaire de pédophilie en France, se retrouve en Hollande sur des CD-ROM, c'est très important.
car vous avez là une connexion entre les affaires. Comment les photos de Coral, qui est une très grande affaire de pédophilie en France, où des personnes très importantes étaient impliquées, comment ce matériel se retrouve à Zandvoort. Et parmi ces photos, il y a celle d'un magistrat français qui est déculotté. Un magistrat français. Un magistrat français, un haut magistrat français, que l'on voit déculotté avec un petit garçon. Et donc c'est très explosif. Ce magistrat français, excusez-moi, mais a-t-il été inquiété? Est-il en fonction en France encore? Il est parfaitement en fonction. Il a des amis le plus haut placés dans le gouvernement français. Il joue les coqueluches, les grands experts de la protection de l'enfance. Et il n'a jamais eu le moindre problème, il n'a jamais même été interrogé. Et alors que ça fait 10 ans qu'il est dénoncé par le Workgroup Morkoven, et malgré le fait que nous avons fait une analyse biométrique qu'il a identifié à, parlons français, 99,03%, donc c'est une identification maximum. C'est-à-dire 99,03%, c'est une norme qui est utilisée, qui fait référence dans la justice pour la biométrie? C'est une norme absolument, c'est parmi les normes les plus hautes possibles et imaginables. À partir de 95% d'identification, on considère que l'identification est incontestable. Et là, c'est 99,03%. Donc elle est totalement incontestable. Totalement incontestable. Il n'y a personne qui bouge, tous les gens sont contactés, tout le monde sait qui il est, et personne ne bouge. Et la photo à partir de laquelle vous avez fait cette identification en biométrie, est-elle spécialement compromettante? Je veux dire, est-elle suffisamment compromettante? Parfaitement, monsieur est tout à fait déculotté, en plein émoi amoureux devant ce petit garçon, excusez-moi, mais ça ne peut pas être plus compromettant. D'accord. Et d'ailleurs, on se demande comment un juge de la jeunesse peut se mettre tout nu devant un petit garçon. Et ce personnage est à quel poste aujourd'hui chez nous en France? Il est vice-président d'un tribunal. Vice-président d'un tribunal, d'accord. Le 2 octobre 2003, le procureur Herman Jansen déclare « L'accusation prétendant qu'il s'agit d'un juge de la jeunesse apparaissant sur la photo est une accusation grave. Elle ne se base sur rien, mais nous allons vérifier. Ils ne savent pas de qui il s'agit, mais nous allons vérifier. » Mais vous avez vérifié avec une analyse biométrique que c'est bien lui, oui, à 100%. Oui, c'est écrit clairement dans les documents du CID, etc. Et l'avocat Baudel en France, etc. Vous voyez, octobre 2003, nous devons encore le vérifier. Ce n'est pas vérifié, il n'y a pas de vérification. Dans la photo du magistrat, on dirait qu'il prend une pause. Auf diesem Foto könnte man meinen, dass sie sich positioniert haben vor der Kamera. Il n'a pas l'air d'être piégé. Hat nicht den Anschein, als ob es eine Falle gewesen wäre, als ob er fotografiert wurde und er ist überrascht. Er ist so, als ob er sich präsentiert vor der Kamera. Ja. L'enfant regarde l'objectif. Oui, nous l'avons remarqué aussi, c'est vrai. Et comment est-ce que vous expliquez donc que ce magistrat pose comme ça devant l'objectif? Si en étant magistrat, vous ne risquez pas de problème avec la justice, vous pouvez tout vous permettre en tant que magistrat, vous n'avez pas à avoir peur. Quand on ne clarifie pas les affaires de pédophilie, que l'on n'enquête pas dessus, vous n'avez pas à avoir peur en tant que magistrat. Si vous êtes un ancien chef de cabinet d'un ministre, vous n'avez pas à avoir peur. Vous vous sentez dans ce milieu comme quelqu'un d'intouchable, qui peut me faire du tort. Vous le voyez bien, Jansen, c'est un collègue.
Il n'y a pas de base pour prétendre qu'il s'agit d'un magistrat dans le journal. Mais il faut encore le vérifier. Dominique Perben, ministre de la Justice à cette époque, ne peut pas avoir nié avoir été saisi concernant ce criminel et ni n'avoir donné la moindre suite. Alors comment se fait-il qu'un ministre de la Justice ayant été saisi à partir d'une photo montrant clairement un pédophile en crime flagrant ne fasse pas diffuser la dite photo dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie départementales? C'est pourtant ce qui est prévu par l'appareil judiciaire dans pareil cas. Oui. À travers d'une large demande d'identification rendue publique. Oui, tout à fait. C'est un appel à témoins sans précédent. Interpol lance une campagne internationale via le web pour retrouver un pédophile mettant en ligne les photos du délinquant sexuel. C'est la police allemande qui est parvenue à reconstituer les clichés brouillés de l'homme aux côtés d'enfants qu'il postait sur différents sites. De l'Irlande au Cambodge, les blogueurs se mobilisent pour relayer cet appel et diffusent largement les photos du criminel. Cette association brésilienne propose un lien pour envoyer un message à Interpol. Sur ce blog, les photos d'autres pédophiles actuellement recherchés sont mises en ligne. Donc nous avons là un premier comportement plus que suspect des autorités saisies. Mais alors comment expliquer en plus que ces mêmes autorités ne réagissent pas plus en recevant les éléments qui prétendent identifier le criminel, à savoir la fameuse analyse biométrique? Pas de réponse. Pourquoi ne pas infirmer ou confirmer l'analyse biométrique faite par l'intermédiaire du groupe de Morkoven? Bien d'autres connexions restent à établir. Seulement voilà, chaque affaire déclarée où que ce soit dans le monde fait l'objet du même traitement afin qu'aucune piste ne remonte à d'autres affaires de ce type, justement. Quoi qu'il en soit, l'ampleur de l'affaire ne laisse aucun doute. Comme Marcel Vervloesem le pressent, il est bien face à un seul même réseau international aux multiples sous-réseaux. Il est face au crime organisé. Mais le système d'imposture sait faire retomber la pression médiatique pour la retourner ensuite contre celui qui a osé en user pour une juste cause. Un fonctionnaire du ministère de la Justice belge téléphona à différents organismes de presse pour les inciter à ne pas donner de crédit à Marcel Vervloesem, impliqué, selon ce fonctionnaire souhaitant rester anonyme, dans des affaires de mœurs et de chantage. Comme on s'en doute, l'été 1998 se termine sans que les engagements de la justice ne soient respectés. Plus rien ne se passe, hormis la suite donnée aux inculpations de Marcel Vervloesem pour chantage relatif à l'affaire de Thames Mader. Et détention de matériel pédopornographique relatif à l'affaire des CD-ROM de Zandvoort. Il lui est reproché ici d'avoir eu en sa possession quelques jours le document qu'il remit au parquet de Turnhout. Alors, l'infraction ne pouvait en fait pas être constituée en l'absence d'éléments moraux. De même que concernant l'accusation de chantage, c'était l'élément matériel qui manquait pour la constituer. On va peut-être faire un petit zoom sur... Très rapide, c'est très simple. En matière de droit pénal, pour constituer une infraction, il faut la réunion de 3 éléments. Alors une infraction, qu'il s'agisse donc d'une contravention, d'un délit ou d'un crime. La réunion de 3 éléments qui sont, premièrement, l'élément légal. L'élément légal, c'est-à-dire que l'infraction doit être prévue par le législateur. Bon, là, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, l'élément matériel, et bien qu'il y ait une base, qu'il y ait quelque chose, une production, un acte, quelque chose qui permette l'existence de l'infraction. Troisièmement, il faut qu'il y ait un élément moral ou intentionnel. Et il faut bien la réunion de ces 3 éléments pour constituer l'infraction. Donc là, l'élément moral,
dans l'affaire de détention, de l'accusation de détention de matériel pédopornographique. Cela voudrait dire que on doit sous-entendre que si Marcel Verbouzem a détenu le matériel en question, c'est pour des raisons tout à fait immorales et délictueuses, voire criminelles. Okay, qu'il y ait donc une intention, soit de profiter de ce matériel comme client, comme pervers ou comme trafiquant, de toute façon, certainement pas dans un but louable. C'est ce que la justice doit sous-entendre pour qu'il y ait une infraction, pour qu'il y ait donc la constitution de l'élément moral. Alors en effet, Marcel Verbouzem voit sa mise en accusation très rapidement, comme par hasard, suivie d'une autre, mais pour le moins surprenante, et qui répond à ce défaut d'élément moral pour constituer l'infraction précédente. Le lendemain même de la diffusion par RTBF du reportage de l'équipe Fait divers intitulé Réseau pédophile, le 10 septembre 98, oui. Des personnes viennent déposer plainte contre Marcel Verbouzem au parquet de Turnhout. Ces habitants de Bokoven et voisins de Marcel Verbouzem, Janine V.S. et Joanne G. viennent se rappeler que celui-ci aura violé leur garçon il y aura 10 ans. Oui, alors Janine V.S. accuse également Marcel Verbouzem d'avoir fait visionner à l'enfant des cassettes porno à son domicile avec des actes de masturbation. D'autres plaintes du même type viendront se greffer à celle-ci, émanant toujours de personnes du voisinage de Marcel Verbouzem. Marcel Verbouzem, l'ancien détective privé, l'homme qui fit tomber le réseau Thames-Madère et permit le sauvetage de centaines d'enfants, sera lui-même criminel et pédophile. Bon, c'est peu probable, mais admettons, tout est possible. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle mise en cause et la suite de l'affaire qui la porte, et c'est Garde de Zandvoort, devraient être traitées séparément en parallèle, car criminel, pédophile ou non, on n'en est pas là. L'ancien privé a bien apporté les preuves de l'existence d'un réseau international de criminels pédophiles, preuves effroyables à l'appui, en démasquant notamment un de ses points de vente, le site internet Apollo à Zandvoort. Alors, rien en toute logique judiciaire, et pas même l'établissement de sa culpabilité, le cas échéant, ne saurait justifier pour autant que l'affaire qu'il fit éclater ne soit pas traitée avec la plus grande fermeté et la collaboration de tous les pays concernés. Et l'on ne saura rien. La justice ne traitera que la mise en cause de l'enquêteur, sans donner la moindre suite à l'épouvantable affaire dite Zandvoort. Par contre, l'instruction en question sera, donc l'instruction immédiatement déclenchée, sera entachée de la violation de son secret. C'est curieux, hein, comme par hasard, là on en parle beaucoup. Une très très large publicité médiatique et même organisée. Que penser alors si ce n'est que son accusation n'est qu'une stratégie criminelle servie par l'appareil judiciaire belge pour étouffer l'affaire? Oui, tout à fait. Une stratégie pour étouffer des affaires de criminalité trop gênantes, trop compromettantes pour le pouvoir. Stratégie que l'on retrouve d'ailleurs fréquemment dans des affaires du même type, que ce soit en France ou dans tous les pays du monde d'ailleurs. C'est un simulacre de procès qu'ils ont fait et les victimes avaient disparu. Elles ne vinrent pas à l'audience, elles n'envoyèrent pas d'avocat, rien. Le juge demanda « Où sont toutes les victimes ? Il n'y a pas de victimes dans la salle d'audience ? Pas d'avocat, rien. » Elles ne pouvaient pas être convoquées dans la salle, elles ne pouvaient pas être confrontées, ça ne marchait pas. Rien ne fonctionnait, tout était normal. Curieusement, la majorité des plaintes proviennent des personnes impliquées dans la criminalité pédophile. Tout à fait, comme le confirme d'ailleurs l'avocate Patricia van der Smissen, l'avocate de Marcel Verbouzem. Celle-ci parle des plaignants en question, de ceux qui accusent Marcel Verbouzem, comme étant issus, je cite,
D'une même mouvance, elle-même déjà poursuivie pour des faits d'abus sexuels sur mineurs. Il y avait des plaintes contre vous déposées par des personnes qui sont issues du milieu pédophile. Oui, il y avait différentes personnes, elles-mêmes actives dans le milieu homophile et pédophile. Elles ont fait des plaintes contre moi, comme quoi elles étaient victimes de moi, etc. Nous avons découvert que plusieurs personnes avaient été payées pour produire ces plaintes. Ça, c'est la réalité. La justice le sait également. Les preuves sont dans le dossier pénal auquel nous n'avons pas accès. Concernant cette accusation gravissime, Patricia van der Smissen écrit dans une plainte qu'elle formule plus tard pour son client, je cite, « Certains plaignants ont reconnu avoir subi des pressions pour porter plainte contre Marcel Vervlousem. » Extraordinaire. Alors, elle annexe à cette affirmation les aveux écrits de la main des plaignants en question, pièce écartée des débats. Alors, malheureusement, nous n'avons pas pu nous procurer cette pièce. Mais ce qui est certain, c'est que c'est à partir du moment où il a sorti l'affaire de Zandvoort qu'il y a eu brusquement des accusations de viol qui sont tombées sur lui. Et ça a été successif. Plusieurs fois, on a essayé de le faire tomber en prison. Les accusations n'ont pas tenu. Et puis, il y a eu récidive au niveau des accusations. Et par exemple, j'ai ici un document en flamand. Il s'agit de la lettre que l'un des jeunes qui a accusé Marcel Vervlosen de l'avoir violé a écrit. C'est validé par le bourgmestre de la ville. Lettre dans laquelle il reconnaît que les accusations n'étaient pas fondées et qu'il avait été payé pour accuser Marcel Vervlosen. Et il donne les chiffres, et il donne les noms des personnes qui ont payé. Il a été payé combien? Alors là, il y a 10 000 francs belges, à nouveau 10 000 francs belges, 5 000 francs belges, etc. Ouais. Et payé par qui? Alors, il y a des noms qui sont avancés, voilà, ça fait partie du dossier. Cette nouvelle accusation sert en fait à reconstituer un décor mensonger afin de discréditer l'enquêteur, de détourner l'attention du public ailleurs que sur son enquête, et comme nous venons de le voir, de constituer l'élément moral qui manquait pour sa précédente accusation de détention de matériel pédopornographique. D'une pierre, plusieurs coups. Cette nouvelle inculpation, particulièrement diffamante, doit également détruire la réputation et la vie de l'ancien privé trop obstiné. J'ai eu un journaliste qui disait « Je sais, monsieur Vervlosen, que vous n'êtes pas coupable, et beaucoup de mes collègues savent aussi que vous n'êtes pas coupable. Mais nous ne pouvons pas l'écrire. » Nous n'avons pas le droit de l'écrire? Oui. La rumeur que l'homme est lui-même pédophile se répand comme une traînée de poudre de perlimpinpin, qui vient opportunément, du coup, masquer l'effroyable réalité révélée par les CD-ROM de Zandvoort, découvert par Marcel Vervlosen. Marcel Vervlosen devient alors l'homme à battre, la cible d'un appareil judiciaire qui vient de mettre le nez dans son incompétence, laquelle se révèle en fait être une implication criminelle. Parfaitement, le comportement de l'appareil judiciaire prouve sa propre implication. Celui-ci est bel et bien instrumentalisé pour protéger les criminels. La force du milieu est très simple. On ne peut pas diffuser la moindre photo de victime. Si demain je diffuse la photo d'une victime, pour la retrouver, je serai poursuivi. Si demain on publie la photo d'un bourreau, pour l'identifier et le retrouver, on sera poursuivi. Parce qu'il est prétendu que l'on viole la loi sur la vie privée. Instrumentalisé pour neutraliser ceux qui menacent les criminels. Un des violés déclare « J'ai fait une visite à la maison de Marcel, j'ai caché un petit sachet plastique contenant 1 milligramme de marijuana dans la maison. » Maison, il a caché un petit sachet. C'est un enfant qui le dit. Oui, il l'a dit lui-même. Un enfant? Oui, un enfant. J'ai caché ça ici parce que mes parents le voulaient.
Parce que les parents le voulaient. Oui, oui. Les policiers trouvent ce sachet. Ils trouvent un sachet. Un petit sachet, ils trouvent un petit sachet et il y a 1 milligramme, une feuille verte ou je ne sais quoi. Je ne sais pas, ça ne vient pas de moi. Et ils trouvent ça. Marijuana avec le Marcel. Les enquêtes sur leurs empreintes digitales sur le sachet, ils n'ont pas fait. Et dans le dossier, c'est écrit « On a trouvé de la marijuana dans la maison de Marcel ». Vous connaissiez cet enfant? Cet enfant était souvent chez vous, à la maison? Non, c'était un ami de mes petits-enfants. Un ami de vos petits-enfants? Oui, j'ai des petits-enfants et c'était un copain. Il vient ici, il laisse un sachet ici, et il explique à la police qu'il l'a caché. La police arrive, elle trouve le sachet. Ah, Marcel marijuana. Et c'était aussi cet enfant qui disait « Marcel m'a violé ». Oui, et après il écrit à la police « Marcel ne m'a pas violé ». C'est ce qu'il avait déclaré plus tard. Oui, mais ça n'était pas dans le dossier. C'était dans le dossier secret. Toute l'affaire est comme ça. Le dossier est, oui, un sketch. Ils ont trouvé une chose chez moi. Un exemple. La police trouve ça dans ma maison, à côté d'une plante. Ceci est du matériel pour violer un enfant. C'est le matériel pour violer des enfants. Voilà. On saisit, on le dépose au greffe. Voilà. Marcel a torturé des enfants avec un bâton de bambou. L'ADN n'a pas été relevé sur ce bâton. Des traces n'ont pas été relevées sur ce bâton. Rien. Oui, vraiment, et dans le journal, en grandes lettres. Marcel a torturé des enfants avec un bâton en bambou. Un tuteur de plantes. Incroyable. Nous sommes en 1998. La collaboratrice de Marcel Verbouzem, Gina Bernard, voyant la tournure que prennent les événements, rentre en contact avec différentes organisations. Alors nous avons l'association Terre des Hommes, le Comité international pour la dignité de l'enfance en Suisse, présidé par le sénateur Georges Glatz à Genève, et le journaliste Serge Garde, du journal L'Humanité en France. C'est elle, à ce moment-là, qui aurait remis à ce journaliste, Serge Garde, une copie du premier CD-ROM récupéré par Marcel Verbouzem. Quelques jours après avoir remis le premier CD-ROM, c'était le 15 novembre 1998, Gina Bernard se tue au volant de sa voiture. Les freins avaient lâché.